Bonjour à tous et à toutes, merci de votre temps ce soir, désolé pour la petite réorganisation au niveau des salles. Je vais me présenter, je vais présenter en une dizaine de minutes les propositions principales du Shift sur le secteur du fret, et après je vais introduire les 3 personnes qui vont participer à la table ronde, parce que l'intérêt ce soir c'est pas tant ce qu'on va pouvoir dire sur le rapport, mais plutôt les réactions de nos invités ce soir. Je suis bénévole moi au sein du Shift, donc je travaille sur le fret depuis à peu près 1 an et demi. Par ailleurs, dans mon emploi salarié, je travaille dans un groupe de logistique spécialisé dans l'e-commerce. Mais aujourd'hui, j'interviens bien au titre de mon travail au sein du Shift et non pas mon travail salarié, au même titre que les intervenants de la table ronde. Mon rôle aujourd'hui, c'est de vous partager les propositions principales du Shift, qui sortira le 9 novembre, et puis d'animer donc la table ronde. En termes de timing, si ça vous va, on se dit 15 minutes maximum pour la présentation et les propositions principales. Si vous voyez que je déborde, n'hésitez pas à me faire signe. 30 minutes après pour les échanges sur la table ronde, et puis après 15 minutes pour les questions-réponses, s'il y en a à la fin de nos échanges. Avant de démarrer sur le secteur du fret, je n'ai pas été tout seul à bosser là-dessus, nous avons été 4. Donc il y a Paul Bose, Nolwenn Bressier et Nicolas Raillard qui ont travaillé avec moi. Et notre travail a été largement enrichi par des shifters, par plusieurs shifters sur différents sujets comme les aspects technologiques, par exemple spécifiques aux poids lourds, ou au rapport espace-temps dans la logistique, c'est-à-dire le lien entre la rapidité de la livraison et les espaces de stockage. On remercie également Éric Potier et les membres d'Écologie Logistique qui nous ont accordé du temps précieux pour nous. Du temps précieux pour nos entretiens. On a mené à peu près une trentaine d'entretiens avec les acteurs majoritaires, enfin les acteurs principaux, pardon, du ferroviaire, du fluvial, du routier bien entendu. On a travaillé également avec les constructeurs, les administrations territoriales, ainsi que le monde académique, universitaire et celui de la recherche. Le rapport actuellement est en relecture, il sera publié le 9 novembre lors d'un événement qui sera public en ligne. Donc pour échanger, on aura 3 personnes que je vais présenter tout à l'heure, et là je vais passer sur la présentation des propositions principales du fret. Si on parle de fret, en gros, on parle de transport intérieur de marchandises. Alors, ce n'est pas la définition générale, mais c'est celle que nous avons opérée. Donc, est exclu par défaut tout ce qui est fret maritime, puisqu'en général, de l'intra-maritime en France, il n'y en a pas. Et les marchandises sont de tout type. Ça va du ciment, céréales, au téléphone portable, ou que sais-je. Ce sont des produits de l'industrie lourde, de l'industrie manufacturière, de construction. Et l'objectif que nous avons, c'est de réduire les gaz à effet de serre du fret à 0. Et à partir du prochain quinquennat, c'est une baisse de 5% par an. Pourtant, chaque jour, chacun d'entre nous génère 12 tonnes kilomètres de fret. C'est-à-dire 100 kg en moyenne sur 120 km par jour. Donc le fret n'est pas un secteur qui est optionnel. Pardon. On a pu voir pendant la pandémie à quel point la logistique était importante, notamment dans la livraison de tout le matériel médical. On a pu voir également à quel point c'était nécessaire pour opérer toutes les livraisons, que ce soit dans les magasins ou dans les commerces, pour que la société puisse continuer à fonctionner malgré la pandémie que nous vivions. On a... Excusez-moi, j'avais passé. Alors, excusez-moi, juste un petit souci technique, mais je reviens avec vous. Les marchandises n'ayant pas de jambes, elles devront être transportées. À ce titre, par exemple, la ville de Paris n'a que 3 jours de réserve devant elle. Si on parle de la baisse de l'intensité carbone, le fret représente 10% des émissions de CO2 du pays, et les émissions de CO2, excusez-moi, je vais me remettre en route, les émissions de CO2 ne baissent pas depuis 1990 et ont été multipliées par 3 depuis 1960. C'est à la fois à cause de la hausse de la demande et de plus en plus du transport qui se fait par le mode routier. Le routier thermique domine le marché avec 90% de part de marché, alors que c'était 34% dans les années 60 et que le fer avait une part de marché de 56% à l'époque. C'est en quelque sorte tout un secteur qui est client captif du routier thermique et qui est dépendant des énergies fossiles à plus de 90%. Pardonnez-moi, je me rends compte qu'il y a un mismatch entre les diapos qui sont affichés et celles que j'ai à mon écran, mais j'espère que vous faites du mieux que vous pouvez pour suivre.
Ouais. Excusez-moi, je vais essayer de revenir. Ok. Pour expliquer la hausse du fret, donc il y a eu une augmentation de la demande, on a eu la prise de part de marché du routier, et il y a eu quelques facteurs qui ont permis de faire en sorte que l'augmentation de l'intensité CO2 soit pas aussi forte. C'est d'une part le travail qui était fait sur les taux de remplissage, c'est l'efficacité énergétique sur laquelle nous avons gagné, et c'est une baisse de l'intensité carbone de l'énergie en général. Pour autant, pardon. Ah, je suis désolé, pourtant c'est pas la première fois que je fais une présentation. Ouais, merci Sophia. Merci. Allez hop. Alors, on est parti sur le principe et sur une hypothèse qu'il y a une contraction de la demande pour le transport de marchandises. Alors ce constat, ou cette hypothèse, nous l'avons construit d'une part sur une baisse de 40% de la vente de voitures neuves, d'autre part sur une baisse d'environ 25% due à la durée de vie rallongée des objets, à peu près 40%, 60% pardon, pour les produits agricoles, puisqu'on relocalise, et également une réduction de la construction de bâtiments neufs, sans pour autant impacter la rénovation. Donc nous avons un secteur qui lui-même sera en contraction, il y aura peut-être moins de marchandises à transporter, ou en tout cas sur une distance qui sera moins grande, ou en tout cas en quantité moindre. Dans ce cadre-là, les propositions que nous portons au sein du plan de transformation de l'économie française sont ici regroupées en 5 catégories principales. Avant d'attaquer les différentes catégories, il y a juste deux choses en tête, pardon, que je voudrais partager avec vous. C'est la mise en place d'une gouvernance énergie-climat sur le fret, que je vais expliquer, et l'adaptation des infrastructures au changement climatique. Quand on parle de la planification ou de la gouvernance énergie-climat, ça veut dire, pour moi, ça représente un peu le P du PTEF, ça veut dire qu'on va travailler la cohérence de l'implantation des sites logistiques pour être sûr qu'ils puissent faire du multimodal, par exemple. La gouvernance permettra d'autoriser ou pas l'exploitation des sites selon des émissions de CO2 qui pourraient être calculées avant et qui pourraient donner lieu à une autorisation d'exploiter, comme c'est le cas par exemple pour les sites qui sont ICPE, où on a besoin d'une autorisation préfectorale pour ouvrir ou pour continuer à exploiter. Donc ça c'est le P du plan de transformation de l'économie française, mais appliqué au fret, hein, c'est pas ça que ça veut dire en général. Et l'adaptation des infras au changement climatique, je crois que c'était en Roumanie, et je crois que c'était cet été où il y a eu une tempête, où en gros on a vu des entrepôts en tôle ondulée qui se sont envolés. En gros, le soir, il y avait l'entrepôt, et le lendemain, il n'y avait plus rien. Cette adaptation, elle est nécessaire parce qu'avec la chaleur, les rails se dilatent, les routes sont inondées. Si la chaleur est trop forte et qu'il manque d'eau, il n'y aura pas assez de tirage d'eau pour le transport fluvial. Et donc, on a ce chantier transverse qui est de dire en même temps qu'il faut décarboner, il faut travailler l'adaptation des infrastructures au changement climatique. Après avoir expliqué ces deux axes transversaux, on a donc 5 pôles de propositions. Le premier, un petit peu à l'image de ce que le gouvernement a pu faire pour les voyages en avion, en disant que si on arrive à faire en train moins de 2h30, alors il faut le faire en train. Une même forme de logique sur le transport de marchandises sur des flux qui seraient supérieurs, par exemple, à 500 km. Si c'est le cas, le 100% routier ne serait pas autorisé. Alors, soit il ne serait pas autorisé ou il serait surtaxé, mais en tout cas, l'idée, ce serait de dire à partir d'un certain seuil, le 100% routier thermique n'est pas acceptable pour ce type de transport. Ça nécessite du travail sur des infrastructures, ça nécessite bien entendu du travail sur augmenter l'intermodalité, et ça nécessite également de passer par des incitations ou des contraintes qui seraient différenciées selon potentiellement le type de produit. On est d'accord de dire que les surgelés, par exemple, ça pourrait être un peu plus embêtant de les obliger à voyager par le fluvial, quoique. Deuxième axe, améliorer le remplissage dans le routier. Quand on dit ça, ça veut dire donc mutualiser, ça veut dire potentiellement ralentir pour avoir le temps d'optimiser en amont, plutôt que la course sur le just-in-time ou les flux tendus. Et ça veut dire là aussi peut-être des incitations ou des contraintes qui pourraient être différenciées selon le type de transport et ou les acteurs.
Troisième point, c'est de réduire les consommations du routier, peu importe l'énergie qui sera utilisée. Il sera toujours bon de réduire l'énergie nécessaire pour transporter. Ça peut être sur le cas des poids lourds, ça peut être un travail renforcé sur l'aérodynamisme. Quand on voit qu'il y a juste souvent la jupe, enfin pas la jupe, mais la coiffe en haut, et pas forcément toujours la jupe qui entoure le poids lourd, on voit qu'il y a des gains qui sont relativement rapides et assez low-tech. Quatrième point, décarboner le fret du dernier kilomètre. Il s'agit de l'électrifier. Et il s'agit d'appliquer l'éco-conduite telle qu'elle est faite aujourd'hui dans l'univers du poids lourd, mais très très peu fait dans l'univers des véhicules utilitaires légers, que je vais appeler dorénavant les VUL. Et donc quand on dit qu'on va faire de l'éco-conduite, il s'agit également de mesurer et de faire en sorte que l'éco-conduite, une fois qu'on est formé donc à conduire de manière frugale, qu'on mesure l'avant et l'après et qu'on ait une formation qui soit continue et non pas juste une formation en one-shot. Sur le dernier kilomètre, il s'agit également de faire un maximum de cyclo-logistique. Tout ce qui peut être fait par un cyclo-logistique, c'est 10 fois moins d'énergie qu'un véhicule électrique. Donc c'est dire les gains d'efficacité qu'il peut y avoir. C'est également un renfort de l'emploi qui serait nécessaire au sein de la logistique pour faire en sorte qu'une grande partie de ce qui est fait aujourd'hui en VUL diesel puisse être fait soit en véhicule utilitaire électrique, soit en cyclo-logistique. Et dernier point, électrifier le fret routier, en partie par batterie, sauf qu'on n'a pas forcément 2 tonnes de batterie à mettre dans un poids lourd, parce que sinon ça serait au détriment de la charge. Donc ça peut être ce qu'on appelle une forme d'électrification hybride, qui serait de dire, sur les parties longue distance, on aurait par exemple des autoroutes qui seraient électrifiées, permettant là de répondre aux besoins d'autonomie grande, sans pour autant mettre 2 tonnes ou 3 tonnes de batterie dans les véhicules. La contribution des différents leviers, en fait, on arrive par ces différents leviers à une réduction de 80% de la consommation d'énergie et de 93% des émissions de gaz à effet de serre territoriales qui seraient dues au fret. Les enjeux clés sont la transformation des différents secteurs et une attention particulière à l'emploi. C'est le report modal sur un mode très très volontariste. C'est la modification, si nécessaire, des différentes infrastructures. Pour le ferroviaire, par exemple, c'est résoudre les nœuds ferroviaires qui sont Paris, Lille et le 3e m'échappe. Et c'est l'électrification totale du routier, que ce soit en mode batterie ou que ce soit en mode hybride, par électrification, par exemple, des autoroutes. J'en ai fini avec la présentation rapide du rapport, que vous n'avez pas pu voir puisqu'il n'est pas encore en ligne, mais dont j'ai partagé les points principaux avec nos invités que je vais présenter avant de les demander de venir sur scène, enfin, en tout cas à l'estrade, pardon. Donc il y a Anissia Jegler, qui est professeur senior à Cage Business School, qui est ingénieur avec un doctorat à l'école des mines de Saint-Étienne en génie industriel et en sciences de gestion. Une habilitation à diriger les recherches au CRETLOG, donc le centre de recherche sur le transport et la logistique de l'université d'Aix-Marseille. Anissia est membre du Centre d'excellence de développement durable, a été nominée au Global Women Supply Chain Leader Awards en 2020, est doyenne associée à l'inclusivité depuis mars 2021 et a orienté ses recherches vers un domaine qui est a priori sous-cherché, qui est les femmes en supply chain. Anissia, si tu veux descendre. Pardon, Anissia, si vous voulez bloquer à descendre. Merci. Je vais peut-être arrêter de projeter. Charlotte Migne, qui est directrice du développement durable du groupe FM Logistique, qui est un acteur international du secteur de la supply chain. Charlotte a fait toute sa carrière dans le domaine du développement durable, d'abord au sein du groupe Accor, et puis après en consultante chez Capgemini pour des missions au sein de grandes entreprises des secteurs du transport et de l'énergie. Et en plus de son poste chez FM Logistique, elle est à la tête d'un groupe de travail qui s'appelle ALICE, qui est l'Alliance for Logistics Integration Through Collaboration in Europe, sur la logistique urbaine. Charlotte, si tu veux bien. T'inquiète pas, j'ai fait assez de bêtises moi, pour que les tiennes passent. Et Aurélien Bigot, qui est ingénieur en géologie et diplômé d'un master en économie de l'environnement. Aurélien a écrit une thèse sur les transports face aux défis de la transition énergétique, exploration entre passé et avenir. Merci. C'est le micro? Non, c'était la... C'est de la lumière. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci.
Pardon, je disais, Aurélien donc, a écrit une thèse sur les transports face aux défis de la transition énergétique, les explorations entre passé et avenir, technologie et sobriété, accélération et ralentissement. Ces thèses portent donc sur les moyens pour atteindre l'objectif de neutralité carbone dans le secteur des transports en France d'ici 2050. Aurélien est désormais chercheur associé de la chaire énergie et travaille sur les scénarios prospectifs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis à titre de précaution, les participants s'exprimeront donc à titre personnel et citoyen et potentiellement en tant que shifter, mais pas au nom des enseignes qu'elles représentent. Je suis ravi et honoré de votre présence. Aurélien, si tu veux bien. Et donc, juste avant de démarrer avec nos différentes questions, juste un récap sur le secteur dont on parle. C'est 30% des émissions de gaz à effet de serre en France, le transport en général. Celui des marchandises, c'est plutôt 10%, donc c'est un tiers des 30%. C'est le seul secteur dont les émissions n'ont pas baissé depuis 1990. Et on voit parfois des articles de presse qui parlent du transport routier notamment, comme le bad boy du CO2. Ayant donné ça comme description du secteur sur lequel nous travaillons, est-ce que, Aurélien, on peut parler du report modal? On a vu lors de la description qu'on allait encourager le report modal, voire l'obliger pour certains produits ou certaines distances. Le gouvernement, je crois, prévoit un doublement de la part modale ferrée d'ici 2030, donc passer de 9% à 18%. Est-ce qu'il y a des moyens en face? Est-ce qu'il y a des remarques à faire sur ce plan? Oui, peut-être, en tout cas, sur le... Pour connecter au rapport du Shift, en tout cas, ce que je trouve intéressant là dans le rapport, c'est qu'il y a vraiment les 5 grands leviers, en tout cas, qui sont cités par la stratégie nationale bas carbone. Il y a à la fois la modération de la demande de transport, le report modal, un meilleur remplissage des véhicules, une meilleure efficacité des véhicules et enfin la décarbonation de l'énergie. Donc ça, ce sont 5 leviers qui sont cités par la stratégie française pour réduire les émissions de CO2. Et là, les 5 leviers sont poussés de manière volontariste, ce qui n'est pas forcément le cas, en l'occurrence, de la stratégie nationale bas carbone qui va miser beaucoup sur les leviers technologiques dans le secteur des transports. C'est le cas aussi bien pour les voyageurs que les marchandises, et beaucoup moins sur les leviers de sobriété. Et là où ça se démarque le plus, ça va être essentiellement sur le levier de demande de transport, mais on peut voir aussi que c'est connecté en fait avec le levier de report modal. C'est que typiquement dans la stratégie nationale bas carbone, ce que dit le document, c'est que en fait, le document de la stratégie nationale bas carbone compare un scénario tendanciel dans lequel on ne bougerait pas forcément les tendances qu'on peut avoir actuellement ou ces dernières années, avec un scénario volontariste qui s'appelle avec mesures supplémentaires, donc les mesures de la stratégie nationale bas carbone. Et dans le scénario tendanciel, on a une croissance de la demande des trafics, donc des tonnes-kilomètres transportés d'ici 2050, qui atteint en gros 80%. Donc on a vu ici, au contraire, que ce qui est prévu dans le scénario du PTEF, c'est plutôt de l'ordre de, je sais pas, ça doit être moins 25, moins 30%, donc ce que je voyais en ordre de grandeur. Et par contre, donc ça, le plus 80% dans le tendanciel, et plus 40% entre guillemets seulement dans le scénario volontariste, donc avec globalement, pour ce qu'on m'a raconté de la manière dont ce chiffre était construit, c'est que le 80%, c'est on fait une hypothèse d'augmentation du PIB, bien sûr la croissance continue de manière assez forte, et du coup les quantités de matières transportées continuent aussi leur croissance d'ici 2050. Et puis la négociation, c'est un peu de dire finalement, dans le scénario volontariste, on divise par 2 cette croissance, donc on est très volontariste, on se permet d'avoir qu'une croissance des trafics de 40%. Et ce qu'on voit, c'est que ce qui est étonnant, c'est que par rapport au passé, où cette demande de transport a été en fait le principal facteur d'évolution des émissions de CO2 au cours du temps, eh bien ce facteur de demande de transport est fait très peu l'objet de débats dans les politiques publiques et très peu l'objet de politiques adaptées pour essayer de modérer justement cette demande de transport. Alors qu'on voit bien qu'il y a des potentiels assez majeurs et que ça demande en fait de regarder plus globalement, de pas faire juste une projection en fonction du PIB, mais bien de regarder selon les différents secteurs de l'économie, est-ce qu'ils seront amenés à l'avenir à soit avoir des quantités de marchandises transportées plus ou moins élevées, est-ce que les distances de déplacement vont être plus ou moins élevées, par exemple dans l'alimentation, si on développe des circuits courts et de proximité, il y aura des chaînes logistiques un peu plus courtes, des transports plus locaux, donc les distances et le trafic pourraient
pourrait diminuer. Et ça, c'est des questions qui sont assez peu posées de manière générale. Et là où je fais le lien, enfin, avec le report modal, c'est que dans un univers où la demande de transport est en forte augmentation, c'est très compliqué de faire un report modal important, que ce soit vers le ferroviaire ou vers le fluvial. Et si on regarde juste cette question d'un objectif, donc maintenant que le gouvernement s'est fixé, d'ailleurs ce qui est étonnant, c'est que dans la stratégie nationale bas carbone, il n'y a pas cet objectif-là, mais suite en gros un peu à la pression d'une coalition d'acteurs du ferroviaire, il y a ce nouvel objectif de multiplier par 2 la part modale du fret ferroviaire en France, de 9 à 18%, voilà, d'ici 2030. Si jamais on imagine que la demande de transport, elle est constante, d'ici 2030, ça veut dire qu'il faut multiplier par 2 les trafics ferroviaires. Si jamais on suppose par contre, à titre illustratif, que la demande est multipliée par 2, il faudrait multiplier par 4 les trafics ferroviaires. Si au contraire la demande était divisée par 2, il suffirait de trafic ferroviaire constant pour avoir un doublement de la part modale. Donc là, c'est juste à titre illustratif, on ne va pas avoir du x2 ou du divisé par 2 d'ici 2030, mais c'est juste pour dire que globalement, l'évolution de la demande de transport, selon les différents secteurs, quel type de distance, etc., quel aménagement du territoire on va avoir, aussi est-ce qu'on est sur un type de demande, je parlais tout à l'heure de la gestion du temps, est-ce qu'on est sur des délais de livraison de plus en plus contraints ou pas, ça va être en fait complètement capital pour savoir est-ce qu'on est capable d'ici 2030 de multiplier la part du transport ferroviaire par 2. Et ça, c'est vraiment des choses qui manquent globalement dans les réflexions en général, en tout cas dans le plan de relance du fret ferroviaire, un peu le énième plan qu'on peut avoir en France. C'est surtout quelques mesures de soutien au transport ferroviaire, mais sans, dans le même temps, questionner quelles mesures, soit de contraintes ou de désincitation, on peut mettre aussi au transport routier pour espérer un report modal aussi massif d'ici seulement 9 ans. C'est un peu long. Hein. Non, mais pas de problème. Et Charlotte, je crois que je t'ai vu réagir à un moment. Alors, soit juste tu avais chaud, parce qu'effectivement, il avait chaud. Soit tu voulais réagir à un point en particulier que citait Aurélien. Je peux enlever le masque quand je parle, ça vous dérange? Merci. C'est sympa. Sur le micro avec masque, ça doit plier. Non, c'est-à-dire que je veux pas casser l'ambiance, Je pense que mes problèmes techniques, c'est bon, ça fait ça. Ouais, donc je veux pas casser l'ambiance, mais moi je représente le secteur logistique, donc je vais vous montrer la machine à pas faire, quoi. Donc voilà, la machine à pas faire de la logistique, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire que aujourd'hui, le driver principal du secteur, c'est le lead time, ce qu'on appelle le lead time, donc le temps, en gros. Donc un client, il nous dit quoi? Il nous dit, moi, je veux que ce soit pas cher. Donc le premier driver, c'est le coût, le deuxième driver, c'est le lead time. Et donc, aujourd'hui, le fret n'est pas une solution qui est viable pour... Fret ferroviaire. Fret ferroviaire, pardon. Et pas une solution qui est viable, en tout cas Dixit, les acteurs de la logistique, qui évidemment ont intérêt à continuer à faire du routier, puisqu'aujourd'hui c'est 95% de routier. Nonobstant que c'est pas complètement faux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a pas trop de flexibilité, les infrastructures sont plus là, ou en tout cas sont pas suffisantes, la fiabilité du fret ferroviaire va toujours au détriment de la mobilité des personnes, ce que je comprends en tant que citoyenne, mais le fait est que quand on a un client et qu'on a des pénalités à payer, voilà, et c'est toujours moins économique, ou quasiment toujours. Et c'est pas bien connecté avec l'international, mais quand on fait du transport au-delà du transport domestique, ce qui est quand même le cas de beaucoup de logisticiens, et ça veut dire qu'il faut repenser les schémas logistiques. Donc, repenser les schémas logistiques, à la limite, je pense que les opérateurs logistiques sont prêts à le faire. Se battre sur le lead time et le coût, il va falloir un plan bien agencé de l'État ou des contraintes très fortes, ce qui est possible. Mais c'est vrai que comme c'était pas dans la stratégie bas carbone il y a 6 mois et que c'est apparu comme par enchantement, moi j'avoue que je suis un peu sceptique sur la capacité de l'État à faire. Voilà. D'accord. Juste une remarque sur ta réponse sur le coût. Tu dis aujourd'hui qu'en gros le routier c'est moins cher. Parce qu'il y a une partie ou toutes des externalités négatives qui aujourd'hui ont un coût zéro. On est bien d'accord. Mais avant d'arriver, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais avant d'arriver à faire payer les externalités négatives dans le fret en France. Okay. Mais en 2050, chouette. Entre maintenant et 2050, ouais. Ce serait bien. En tout cas, pour aller faire ça, il faut ça. Et en dehors des difficultés, ou en plus des difficultés opérationnelles, est-ce qu'il y a un rapport avec le temps qui serait différent pour le report modal en général? Bah oui, c'est sûr.
c'est sûr, mais je pense que c'est plus un sujet sur la logistique du dernier kilomètre. Et Anicia, si on change le mode de transport, si on fait donc du report modal vers le ferré ou le ferroviaire, est-ce que, en plus d'avoir un nouveau rapport au temps, il y a des modifications, une fois qu'on change le mode de transport, est-ce qu'il y a des modifications de l'organisation ou des organisations autour? Oui, puisque dès qu'on va passer sur le ferroviaire comme sur le fluvial d'ailleurs, on va partir sur du multimodal. Et qui dit multimodal dit rupture de charge. Donc on revient sur le coût, mais on revient aussi sur le temps. On revient sur l'organisation parce qu'en termes de manutention, ça va être aussi différent. Donc on a un certain nombre de contraintes qui vont être différentes d'avoir un seul mode de transport, comme par exemple le routier. Le routier, on peut le faire de A à Z, bon, sauf si évidemment on doit traverser le mer, mais on peut le faire de A à Z, on va dire si on prend la France. Ce qui n'est pas le cas pour le fluvial ou sur très peu de destinations et qui n'est pas le cas sur le ferroviaire non plus. Donc on a ça et on a ensuite un rapport au temps comme le disait Charlotte, pardon. On va avoir un rapport de temps et notamment sur le dernier kilomètre puisque si je prends le fer, je prends le fluvial, on a quand même une grosse partie qui est la partie la plus chère quand on regarde par rapport au fret qui est cette livraison du dernier kilomètre où là on va avoir un système d'organisation sur l'occupation des sols, je reviens sur la rupture de charge qui est plus compliquée dans certaines villes et on va avoir aussi un système de solutions qui va peut-être être très efficient dans certaines villes parce qu'elles auront la gare qui est placée au bon endroit, près des entrepôts logistiques, pareil pour le fleuve, et puis d'autres villes où je vais avoir une autre configuration, ce qui veut dire qu'en termes d'organisation, ce qui est applicable dans une ville ne sera pas forcément applicable dans une autre, et donc il va falloir aussi être très flexible et très adaptable en termes d'organisation de ces derniers kilomètres. Ok, et donc Charlotte, toi tu as parlé des difficultés à faire du report modal, en gros ça coûte plus cher et c'est plus long, si on fait du routier aujourd'hui c'est pour de bonnes raisons. Je n'ai pas dit exactement ça, mais... Non, pardon, j'ai paraphrasé, pardon. Je t'explique les freins de la machine à pas faire. D'accord. Et est-ce qu'on peut regarder l'autre côté, c'est-à-dire quelles sont les opportunités? En gros, si on le fait, par rapport à des contraintes externes, quelles qu'elles soient, qu'est-ce que ça peut dégager comme opportunité en général? Est-ce qu'il y a des impacts en termes de lead time, d'emploi Je pense que le principal sujet aujourd'hui, la principale opportunité, c'est sur l'emploi, effectivement, parce que c'est un secteur qui a beaucoup de mal à recruter, tant dans le transport que dans la logistique. Et donc, il y a deux solutions, soit faire du report modal, ou faire de l'automatisation, ou imaginer des camions autonomes, enfin, il y a plein de choses différentes. Mais sur le transport modal, sur le report modal, honnêtement, à part la contrainte, je ne vois pas ce qui pourrait faire bouger le secteur logistique. D'accord. Sur le longue distance. Oui, ok. Et sans vouloir t'embêter avec cette question-là, mais donc une mesure qui serait de dire au-delà d'une certaine distance ou pour une certaine typologie de produit, le 100% routier n'est plus possible. Ah, mais c'est possible. D'accord. C'est un secteur qui est très réactif à la coercition, donc si tu es de la coercition, c'est possible. Mais après, voilà, c'est un choix politique. Bien sûr. Et qui a des impacts sociétaux très positifs. Ok, merci. Si on regarde les changements organisationnels, on a dit que c'était plutôt sur le dernier kilomètre que ça allait avoir un impact très fort, et notamment sur alors à la fois les changements organisationnels et le rapport au temps. Est-ce qu'on peut en dire plus? Ça se matérialiserait comment? Quels seraient les impacts? Est-ce que ça veut dire que c'est fini de commander les balles de ping-pong depuis la Chine et d'être livrés dans l'heure d'après? Parce qu'ils étaient dans l'entrepôt, pas parce qu'ils étaient en Chine. Ça veut dire que tout ça c'est fini? Moi, je pense qu'il y a effectivement il y a des actions côté organisateur logistique, donc clairement, et effectivement favoriser les modes de transport bas carbone dans l'amont, parce qu'on sait que notamment dans le e-commerce, il y a une partie, pas tout, mais des biens qui viennent de très loin, donc c'est déjà, on peut relocaliser, mais si déjà on les fait venir par des transports bas carbone, c'est mieux. Des véhicules à faible émission ou de la cyclo-logistique pour le last mile, ça c'est clair. L'optimisation du transport et la mutualisation. En fait, on fait beaucoup de mutualisation sur le transport routier longue distance et très peu sur la mutualisation du dernier kilomètre.
Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que les flux, ils sont très rarement hybridés B2B, B2C. Pardon, je jargonne, mais en gros, on fait beaucoup de flux qui vont, en gros, d'un entrepôt pour envoyer des produits Nestlé vers Carrefour, quoi, pour faire court. Mais on fait très peu de produits à la fois B2B et B2C dans le même camion. Ce qui fait que, en général, ces camions, ils arrivent à moitié vides et repartent complètement vides. Donc, en termes de mutualisation du dernier kilomètre, on fait mieux. Donc là, l'enjeu, c'est vraiment de faire de la mutualisation sur ces flux du dernier kilomètre. Éviter les vulnes quand c'est possible aussi, parce que les vulnes, on sait quand même qu'en matière d'efficacité énergétique, c'est pas génial. Et quand ils sont là, effectivement, et qu'ils soient électriques, en tout cas pour la France, c'est un peu différent sur certains autres mix énergétiques. Et puis surtout, aider les consommateurs à prendre les bonnes décisions, parce qu'aujourd'hui, le sujet de la non-mutualisation du dernier kilomètre, c'est le fait aussi qu'on est sur le diktat de l'instantanéité. Les acteurs font de la livraison en J plus 3 heures, même pour des trucs qui sont absolument inutiles avoir des chaussures en 3 heures, a priori, c'est pas indispensable à la survie de l'humanité. Donc il y a quelque chose de l'ordre du consommateur évidemment, mais aussi des acteurs logistiques et des chargeurs. C'est une espèce de course complètement stupide qu'il faut absolument casser. Et sur le consommateur, privilégier la livraison en point relais, les livraisons rapides au strict minimum, peut-être pas la chaussure, juste le médicament, enfin après si la chaussure vraiment c'est indispensable, après chacun son truc. Et puis pas oublier que la logistique c'est jamais qu'une petite part de la conso, donc sur le e-commerce le sujet c'est plutôt la production et l'usage. Donc voilà, c'est pas pour déresponsabiliser la logistique, mais éviter la livraison du dernier kilomètre pour la livraison en relais colis, ça me paraît. Enfin, relais colis, c'est une marque, mais en point relais. Et regrouper les achats aussi. Donc ça demande des changements comportementaux et organisationnels. Anicia, on parlait tout à l'heure, merci Charlotte, on parlait tout à l'heure d'une étude où je crois que tu regardais les circuits de livraison de manière isolée et après de manière massive. Tu peux nous en dire plus ou expliquer un peu le concept derrière? Si on regarde, le cas d'étude était sur Paris, mais ça marcherait aussi sur Lyon et sur d'autres villes. Si on regarde et qu'on se dit qu'on a X arrondissements et qu'on livre par arrondissement et qu'à la place, on se projette en se disant je ne regarde pas par arrondissement, mais je regarde en fait l'optimum global et non pas les optima locaux, et bien on s'aperçoit qu'on y gagne en termes notamment de ce qui nous intéresse de décarbonation, c'est-à-dire que on arrive à optimiser et à faire du pooling, comme disait Charlotte, donc à mutualiser beaucoup mieux les colis, même si en effet il faut les mutualiser rapidement puisqu'on doit livrer rapidement. En même temps, Charlotte parlait des consommateurs qui veulent en 2 heures, mais quelquefois en fait on n'a pas le choix. Quand on commande quelque chose sur le site, de toute façon, c'est ça ou rien. Donc là, il y a vraiment aussi quelque chose à faire, je pense. Et puis, on regardait, et je pense que c'est important dans cette étude-là, on regardait aussi par rapport au point relais, au click and collect et à la livraison chez soi. On sait que quand on se fait livrer chez soi, souvent, quelquefois, on n'est pas là. Et du coup, il y a un repassage. Pareil, en click and collect, ça entraîne d'autres dépenses énergétiques et d'autres dépenses du coup carbonées, parce que c'est pas normalement les actions d'un magasin que de faire de la préparation de colis. On le fait généralement en entrepôt, mais on le fait pas dans un magasin. Donc ça change l'organisation. Et on parlait tout à l'heure de changement organisationnel, donc là aussi ça change. Et l'étude montre que la distribution en point relais est celle qui émet le moins, même quand on prend en compte les émissions dues à Internet. Ah, tu me fais plaisir. Il y a tellement d'études qui disent l'inverse. Donc, après, voilà. Mais en tout cas, là, on arrive à faire ça en prenant en compte aussi ces émissions. Donc, je pense que oui, il y a pas mal de choses qui peuvent être prises en compte. Merci. Charlotte, je crois que tu parlais de mutualisation et de pooling. C'est pareil, c'est pas pareil? Alors, la mutualisation, le mot est classique, tout le monde connaît. En gros, c'est utiliser les camions en transport. Le pooling, en fait, c'est un système qui consiste à dire, c'est un peu technique, ça n'a pas grand intérêt, mais ça consiste... la question. Non, mais en gros, ça consiste à mettre des produits... Non, mais pardon, je vais élargir pour que ce soit intéressant. À mettre des produits de secteurs différents, mais d'industriels différents dans le même camion, qui vont vers les mêmes destinations. Okay. Donc c'est exactement ce que dit Anicia, et c'est possible de le faire en sururbain, mais ce serait aussi possible, et ça ce serait génial,
de le faire par secteur d'activité au niveau national. C'est-à-dire de se dire finalement, il n'y a pas besoin d'avoir un entrepôt L'Oréal, Coty et je sais pas quoi, Sephora. Il faudrait qu'il y en ait qu'un, parce que de toute façon en plus ils sont tous à peu près au même endroit. Et puis tous ces produits-là sont regroupés au même endroit et du coup ils vont à peu près a priori vers les mêmes Sephora. Et donc on pourrait mutualiser ça et ça pourrait être une manière aussi de l'État d'organiser la logistique de manière plus vertueuse. Et là on ferait des gains sensibles importants parce qu'on est sur le design de la supply chain, donc on sait que c'est ça qui impacte le plus versus le changement de motorisation qui est un sujet mais moins important. Donc ce serait l'idée d'avoir une planification qui serait par exemple, enfin c'est pas ce que tu dis, mais si je fais le lien, une des propositions que nous poussons, une des possibilités, ce serait d'avoir une autorité qui serait organisatrice du fret, au même titre que celle qui existe aujourd'hui, qui est organisatrice de la mobilité. Et qui serait de dire sur une région, enfin sur un territoire, que ce soit régional ou local ou autre, qu'il puisse y avoir ce genre de mutualisation. Et ça pourrait être le privé qui l'organise, des secteurs d'activité qui décident d'être vertueux. Avec des SPE. Okay. Merci. Peut-être rajouter un point là-dessus. Ce que je trouve intéressant là, sur ces questionnements aussi, c'est de voir toutes les interactions qu'il y a entre les différents leviers, parce que là on parle à la fois en fait de report modal, on parle de mutualisation, donc de remplissage aussi des véhicules, de faire en sorte qu'on passe pas à des véhicules utilitaires légers, peu remplis, etc. Parce que ça en termes d'impact carbone, c'est vraiment assez négatif. Quand on parle des véhicules utilitaires, le petit avantage qu'on peut y voir quand même, c'est que c'est des véhicules qui sont plus faciles à électrifier que des poids lourds sur longue distance. Et en fait, quand on parle aussi de ça dans un contexte où la demande de transport, les trafics totaux sont en baisse, ça peut être aussi, à la fois ça peut être un facteur favorable par exemple pour augmenter la part modale d'un mode, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est plus facile dans un contexte où la demande totale est en baisse que quand elle est en forte croissance. Mais par contre, faire de la mutualisation, de la massification quand la demande totale est plus faible, ça veut dire qu'il y a moins d'opportunités potentiellement. Typiquement, le ferroviaire est le plus adapté, ou le fluvial, c'est un peu pareil aussi, mais sur en gros des longues distances avec des forts chargements. Donc ça veut dire si de plus en plus, par exemple pour l'alimentation, on passe à des filières de production et de consommation plus locales, où il y a tout un tas de producteurs sur un territoire qui doivent, qui essaient de mutualiser pour ensuite des circuits de distribution aussi locaux et potentiellement dispatchés sur le territoire. Le gros risque, c'est de faire tout ça avec des flux très fragmentés dans des différents véhicules utilitaires légers. Et donc là, c'est là tout le défi justement de cette mutualisation. Pour combiner à la fois des trafics qui sont en baisse, donc ça va plutôt dans le bon sens, en même temps essayer de faire en sorte que ça ne se passe pas au détriment d'une moindre part modale pour les modes massifiés qui sont plus efficaces, et du coup de réussir à avoir des initiatives justement de mutualisation sur les territoires pour qu'il n'y ait pas, même en termes de coûts aussi financiers, c'est à la fois écologique et financier, pour que ce type de filière de production locale fonctionne, il faut aussi qu'elle puisse réussir à se réunir, à mutualiser les flux pour réussir à faire perdurer ce type de consommation et de production justement plus locale, ou une logistique un peu différente finalement de celle qu'on connaît aujourd'hui. Et Aurélien, tu avais des questions, je crois, sur le fait qu'on a beaucoup parlé d'électrification, mais pas beaucoup d'autres sources d'énergie. C'est quelque chose qui t'a intrigué ou avec lequel tu es d'accord ? Oui, c'est ça. En tout cas, je pense la question par rapport à ça, c'est que l'électrification, donc combinée en effet avec, donc ça peut être avec les autoroutes électriques, on peut voir une partie d'électrification si on passe à l'hydrogène. Après, je ne sais pas s'il y a une partie dans le PTEF, mais ce que j'en crois du secteur, après moi je ne suis pas dedans, donc vous me direz si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est plus à court terme où les solutions électriques sont un peu moins présentes, et que c'est plus en solution de transition, par exemple, que du biogaz pourrait être développé. Après, toute la grande difficulté, en fait, c'est que on est en tout cas sur les marchandises, sur des technologies alternatives qui sont bien plus compliquées et bien moins prêtes, en tout cas, par exemple, que sur la voiture. Et ça s'entend beaucoup dans les acteurs de la logistique, quand même. Notamment, ils vont être très fortement incités à changer de motorisation, au moins pour les livraisons du dernier kilomètre, avec les zones à faible émission qui vont entrer en vigueur, qui vont être de plus en plus fortes en termes de restrictions là, dans les années à venir.
Et parfois, c'est assez difficile pour eux de savoir sur quel type de filière ils vont se lancer, en sachant que si on regarde, du coup, en termes de bilan carbone, l'idéal, c'est en effet de passer à l'électrique ou à l'hydrogène, mais là, c'est encore, c'est assez peu près aussi. Sauf que l'offre aujourd'hui n'est pas forcément idéale, mais si on part sur les autres vecteurs que l'électrique, ce sont des vecteurs qui aujourd'hui sont très largement carbonés. L'hydrogène est carboné, le gaz est carboné, les biocarburants c'est quasiment rien dans le total des carburants liquides et pas toujours produits de manière durable non plus. Donc en effet l'électrique c'est un peu le cas idéal en tout cas en termes de décarbonation, en termes d'émissions de CO2. Et toute la question c'est plus la transition, à quel point on va avoir des progrès et une offre qui suivent suffisamment rapidement pour que les entreprises du secteur, les chargeurs, puissent investir davantage sur ce type de motorisation. Après, merci. Charlotte, oui, tu me regardes avec insistance, j'ai l'impression que tu veux dire un truc. Non, mais moi, moi aussi, ça m'a vraiment frappé dans le rapport intermédiaire, cette ellipse sur les autres énergies alternatives. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, le secteur dit qu'il y aura un mix d'énergie alternative, même en 2050, et qu'il y a quand même des solutions intermédiaires aujourd'hui viables. Aujourd'hui, tu peux quand même actionner du biofuel, ce qu'on appelle des biocarburants. C'est pas la panacée, mais c'est une solution de transition. Ça a l'avantage en plus de ne pas utiliser des nouveaux camions, mais d'utiliser des anciens camions qu'on rétrofite. Oui, donc on ne reproduit pas des camions. Et donc ça, en tout cas, c'est ce que nous, on a choisi dans la boîte pour se dire on attend de savoir si ça va être du lard ou du cochon pour après, quoi. Le biogaz, ça fait partie des solutions. Donc je ne vois pas comment on peut faire un rapport du shift sans parler du biogaz quand même. Et l'électrique, c'est super, mais aujourd'hui, en l'autonomie actuelle, c'est pas la panacée. Donc l'hydrogène, l'hydrogène vert, évidemment, c'est évidemment une solution que tous les acteurs regardent. Voilà. Après, c'est vrai que si on veut actionner, demain on veut acheter il y a 5 poids lourds électriques qui roulent pour de vrai, c'est Jackie Perrineau qui les a, j'exagère un peu, et l'hydrogène, il faut faire la danse du ventre devant les constructeurs qui en ont mais qui ne veulent pas t'en donner, puis de toute façon s'ils en avaient, ce serait pas homologué, donc voilà, là il y a un truc Et alors les autoroutes électrifiées, je sais pas, mais il y en a qui fonctionnent. Alors en France, non, pas encore. Parce que je sais pas, il y a des histoires de panneaux solaires qui sont inclinés, du coup tu roules dessus. Non, c'est pas des panneaux solaires, c'est plutôt comme les trains, les caténaires. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas les solutions qui sont regardées par les acteurs. Je les connais bien, les acteurs du fret, ils ne regardent pas du tout ça. Donc c'est super si ça marche vraiment, mais il va falloir venir faire de la pédagogie chez eux. C'est curieux, un rapport de chiffres qui ne parle pas de biogaz. Sur le fret, en effet, on a fait le choix de dire que certaines formes d'énergie ou sources d'énergie seront utilisées par ailleurs et donc ne seront pas utilisées au sein du fret. Donc par exemple, ça ne semble pas logique de forcément faire... Ça c'est l'histoire de l'énergie, donc il n'y en aura pas assez pour tout le monde, donc on ne le prend pas pour le fret. Oui, et peut-être toutes les formes ne sont pas adaptées. Genre par exemple l'hydrogène, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour la mobilité des véhicules légers, mais ça peut être plus intéressant pour des usages industriels, et donc il n'y en aura pas assez pour tous les secteurs, et donc on a fait l'impasse là-dessus pour le fret. J'ai un point où on sort un petit peu du rapport, mais c'est un sujet qui me semble intéressant, voire crucial, c'est la question des femmes et la logistique. Et en faisant quelques petites recherches basiques, me semble-t-il que la proportion des femmes au sein du secteur de la logistique et de l'entreposage, c'est quelque chose comme 25% des emplois, alors toute catégorie d'emplois confondus. Et le point qui m'a heurté également, c'était que l'écart salarial était plus grand que les autres secteurs, et je crois que l'écart salarial était de 25 à 28% entre les hommes et les femmes dans le secteur. Anicia, si c'est ton domaine récent de recherche, est-ce que j'ai bien introduit le sujet? Oui, alors en plus tu parles de moyenne, donc oui, ça ne reflète pas vraiment le secteur, d'autant plus qu'on a fait une étude sur le niveau master, et donc des femmes qui sortiront avec un bac plus 5 depuis 1985 de mémoire, donc avec vraiment du coup un historique assez grand pour se permettre de tirer quelques conclusions. Et on voit notamment que, par exemple, le salaire en sortie, en tout cas sur les dernières années, est quasiment identique.
Donc, ce qui veut dire que si en moyenne, on a cet écart-là, on a, selon le niveau de diplôme avec lequel on rentre sur le marché de la logistique, l'écart est bien plus grand. J'ai envie de dire pour les emplois les moins peut-être les moins forts, les moins rémunérés versus les autres. D'accord. Et et ça bouge pas depuis de nombreuses années, à peu près sur 33% de femmes qui font des études dans la logistique ou la supply chain. Donc dès le départ, en fait, on part, j'ai envie de dire perdant, puisque de toute façon, si on n'a pas de femmes qui sont avec des diplômes en logistique ou en supply chain, forcément derrière, ça se retrouve dans les entreprises. Les entreprises ne peuvent pas embaucher des femmes qui n'existent pas, entre guillemets. Donc, il faut qu'on arrive à changer ça. Et je pense que au-delà des entreprises elles-mêmes, où on sait des leviers, on sait que la moyenne d'âge, par exemple, des femmes en logistique ou supply chain est plus faible que celle des hommes. Parce qu'en fait, à partir d'un certain âge, on a un certain nombre de... Non, alors, c'est pas forcément... c'est parce que du coup on sait que les femmes abandonnent ces métiers-là à partir d'un certain âge parce qu'il y a un certain nombre de contraintes très fortes et notamment avec une logistique qui est mondialisée, et bien il y a quelques contraintes notamment familiales par exemple qui peuvent s'introduire et qui font que les femmes changent de métier et vont vers d'autres secteurs et plus celui-là, ce qui fait qu'on abaisse la moyenne des femmes. Et puis on s'aperçoit que par rapport justement à ce que je disais, le fait qu'on n'ait que 33% des femmes qui choisissent ces études-là, on a un vrai travail à faire sur les métiers genrés. Alors ça vaut pour la logistique, mais ça vaudrait pour bien d'autres, où on doit aller chercher les filles pour tout ce qui touche en fait aux scientifiques. Et encore, la logistique n'est pas la plus mauvaise élève quand on connaît d'autres secteurs scientifiques. Et donc, on a vraiment un travail du primaire, du collège, jusqu'à plus tard pour arriver à faire changer les choses si on veut plus de femmes dans la logistique. Et on sait qu'il faut 33%, c'est le seuil à peu près qu'on indique, de mixité pour arriver à faire changer les choses et qu'après, les choses évoluent d'elles-mêmes. Et donc ce seuil n'est pas atteint, et donc il faut arriver à l'atteindre pour arriver à faire changer les choses. Merci. Et Charlotte, tu voulais dire ? Non, moi je pense que c'est symptomatique d'un secteur qui est en retard, qui a été en retard sur plein de sujets, qui était en retard sur le changement climatique il y a quelques années, qui était en retard, qui est un secteur traditionnel, très fragmenté, et donc c'est symptomatique d'une difficulté d'agilité au changement. Donc c'est absolument nécessaire, ne serait-ce que parce qu'il faut que ce secteur se transforme et que donc la diversité, c'est un premier pas vers la facilitation, la transformation. Voilà, donc, mais je suis plutôt optimiste parce que en plus les femmes dans ce secteur elles réussissent bien, et pas parce que c'est des femmes et qu'il faut en mettre, mais parce qu'elles sont ultra organisées, ça marche bien dans ce secteur-là en fait. Donc ça change quand même. Je sais pas si elles sont aussi opinions, mais... Merci, on a terminé la table ronde. Merci beaucoup pour vos réponses et vos commentaires. Est-ce que... d'accord. Oui, a priori, il y a des questions, des remarques. Bonjour, d'abord merci pour votre intervention. Je m'appelle Thomas du coup et j'ai une question sur les effets rebonds potentiels dans les leviers de décarbonation qui sont envisagés. Donc le premier, c'est sur l'efficacité énergétique, avec le risque d'augmenter la performance à consommation constante, comme on l'a fait depuis des décennies. Le deuxième, c'est celui que Aurélien, d'ailleurs, vous mentionnez dans votre thèse sur le taux de remplissage, dans lequel vous dites qu'il y a un potentiel de 15% de baisse des émissions, mais que c'est soumis à de forts effets rebonds. Et donc la question que je pose, c'est comment est-ce qu'on anticipe ces effets rebonds et quel rôle pour l'État, finalement, dans le contrôle de ces mêmes effets rebonds? Je te laisse répondre à la question. Sur la deuxième partie, en tout cas. Vous pourrez compléter. Oui, en tout cas, ce que montre finalement, c'est un peu ce que montrait le graphique tout à l'heure sur les émissions passées, en tout cas sur les 5 différents leviers. On a beaucoup amélioré le remplissage moyen des poids lourds notamment. Ça, c'est en allant vers une certaine massification, en gros, des poids lourds qui sont plus capacitaires, du coup mieux remplis, en termes de nombre de tonnes par véhicule. Et puis, dans le même temps, il y a eu, ça, en fait, les deux vont un peu ensemble, mais il y a des gains d'efficacité énergétique sur les moteurs. Donc, les deux facteurs combinés font que les poids lourds ont moins consommé
par tonne transportée en gros. Et ça justement, c'est ça qui peut avoir une sorte de double effet rebond, à la fois un effet rebond sur le report modal, c'est que ça favorise le routier par rapport aux autres modes alternatifs, et un effet rebond aussi sur la demande de transport total. Si jamais transporter des marchandises coûte peu cher ou moins cher que par le passé, eh bien on peut, ça encourage quelque part à faire des plus longues distances, à davantage transporter de marchandises. Donc comment limiter ces effets rebonds-là? Eh bien c'est justement un peu ce qu'on disait sur les contraintes qu'il faut mettre au routier si jamais on veut espérer un report modal. Et donc dans le PTEF, il me semble qu'il y a notamment donc des considérations sur la réduction de la vitesse pour le routier, qui a ces fameuses obligations qui peuvent, obligations ou contraintes de faire du report modal à partir d'une distance, etc. Ça, c'est le genre de conditions, en tout cas, qui peut permettre de limiter ces effets rebonds. Ça peut être via des contributions kilométriques, ça peut être, voilà, en tout cas, c'est vraiment ces leviers-là qu'il faut mettre en place, à la fois si on veut limiter les effets rebonds, avoir un report modal significatif, limiter la demande totale, etc. Tout ça va ensemble. Si on sollicite que les leviers, en gros un peu les leviers les plus technologiques ou qui sont le plus sur l'optimisation des coûts des modes de transport intenses en carbone, et en l'occurrence si on a à l'avenir un secteur du poids lourd qui a des coûts plus faibles, des consommations plus faibles, etc. Si on concentre tout là-dessus, c'est là qu'on risque de l'autre côté d'avoir des effets rebonds sur la demande un peu de manière générale. Merci Aurélien. Ouais, super. Mais de manière générale, je ne pense pas qu'on ait vraiment répondu à cette question, quel que soit le secteur. En gros, je ne connais pas d'exemple où on a eu des gains d'efficacité qui n'ont pas été suivis d'un effet rebond, malheureusement. Donc je n'ai pas trouvé moi non plus la recette miracle dans le fret. La seule chose que je dirais, juste pour compléter, c'est potentiellement une forme de quota, où au même titre que la consommation d'eau, à partir d'un certain seuil, ça coûte de plus en plus cher, par exemple. Mais pas testé, donc pas sûr que ça marche. Merci, oui. Je ne me rappelle plus qui était la deuxième personne. Alexis Treil, j'étais à votre place tout à l'heure pour l'industrie automobile. On y a évidemment beaucoup parlé de véhicules électriques. Du coup, sur cette notion d'autoroute électrique, j'aurais voulu savoir si c'était envisageable d'en faire profiter les VE. Enfin, pardon, les voitures. Je n'en vois pas spécialement l'intérêt. Alors, je ne suis pas spécialiste des véhicules électriques privés, quoi. Mais en gros, là, l'avantage tel que nous le concevons des autoroutes électrifiées, donc en gros, pardonnez-moi, j'aurais peut-être dû l'expliquer, mais c'est avec un système de caténaire. En gros, lorsque le camion est lancé sur un long tronçon d'autoroute, au lieu de puiser l'autonomie dans les batteries, en fait, il est connecté au rail comme un train. Et donc là, l'avantage de faire comme ça, c'est de dire, on s'affranchit de la contrainte d'emmener l'autonomie avec soi. Ça me semble moins nécessaire dans le cas des véhicules privés qui, me semble-t-il, ont une autonomie maintenant de 400-500 km pour ceux qui sont plus récents. Justement, ça permettrait d'aller vers des batteries plus petites, et c'était les leviers qui étaient envisagés tout à l'heure. Oui, pour les poids lourds, en effet, ouais. Non, mais pour la voiture. Peut-être. Je pense qu'il y a des différences en termes d'infra et autres, mais Et les technologies d'induction. Ouais, je peux faire un complément là-dessus. En fait, bien sûr. Dans les technologies d'autorité électrique, il y a plusieurs techniques. Il y en a une avec les pantographes, mais le haut de la cabine du camion est beaucoup plus près des câbles que la voiture, et donc transformer la voiture en trolleybus, c'est plus compliqué que le pantographe. On peut le cacher dans le haut de la cabine du camion, ça ne pose pas de problème d'aérodynamisme. Par contre, il y a effectivement des technologies d'induction, mais ça suppose de défoncer la chaussée. Et si on a besoin d'entretenir les boucles d'induction, de redéfoncer la chaussée, ça coûte à peu près 3 fois plus cher à construire. Monsieur Andy, on ne parlait pas d'argent. Et ça, par contre, ça pourrait s'appliquer aux voitures. Et en plus, il y a des problèmes de protection contre les champs magnétiques, parce que c'est des technologies par induction qui sont particuliers pour les oiseaux qui s'orientent, toutes les bestioles qui s'orientent avec les champs magnétiques, il y a un sujet là-dessus. Et puis surtout, en termes de maintenance, c'est infernal, parce que s'il y a moins de problèmes, il faut tout redéfoncer sous la chaussée. Donc, a priori, moi, tout ce que j'ai vu passer là-dessus, c'était vraiment spécifique pour le lourd. Il y a une technologie de rail, Et alors ça, par contre, les motards sont contre. Dans les rails, avec une espèce de queue qui traîne derrière, qui prendrait Si je peux peut-être juste rebondir là-dessus sur les autoroutes électriques, je discute avec les constructeurs automobiles, du moins leurs lobbyistes à Bruxelles, et en fait, en discutant avec eux, on voit que en fait, c'est pas du tout une technologie qu'ils sont en train d'envisager. Et en fait, il y a un règlement européen qui a été publié, une proposition de la Commission qui fait partie du Fit for 55, et c'est le règlement sur les infrastructures de recharge.
Et en fait, là-dedans, c'était pas du tout parti. Enfin, c'est défini comme technologie. Il n'y a pas du tout d'objectifs qui sont fixés sur cette technologie-là. En revanche, ce qui est assez clair là-dedans, et ce qui est d'ailleurs assez ambitieux, c'est que dès l'année 2025, il y a des objectifs pour la recharge électrique des camions le long des autoroutes. Oui. Mais ça voudrait dire, pour l'instant, c'est c'est une proposition, c'est pas encore de la loi. Mais si c'est validé, si c'est approuvé par les États membres et le Parlement européen, ça veut dire que en 2025, il y aurait ces points de recharge pour les camions le long de l'autoroute. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui est poussé par les constructeurs. Et on voit que les constructeurs de camions, de façon assez subtile, on n'en entend pas trop parler, mais ils sont vraiment en train de faire aussi ce shift qu'ont fait l'industrie de l'automobile. L'industrie des camions ont quelques années de retard là-dessus, mais quand on regarde les annonces qui sont faites, en fait, en 2030, c'est entre 40% et 50% des véhicules zéro émission qui sont prévus quand on met ensemble toutes les annonces qui sont faites par ces constructeurs-là. Et ça serait en grande majorité des véhicules électriques à batterie. Et il y a aussi de l'hydrogène potentiellement dans le mix. Et pour revenir du coup sur le biogaz, ça c'est quelque chose qui est pas tellement considéré non plus. C'est plus du tout la priorité des constructeurs. Et donc c'est assez intéressant de voir, du moins les lobbyistes, qu'est-ce qui pousse derrière, derrière les portes un peu. Et pour finir sur le volet un peu européen, je me demandais si vous regardez ça aussi dans vos préconisations. Il y a des standards CO2 pour les camions également, pour les poids lourds. Et ça va être révisé avec une nouvelle proposition de l'année prochaine, fin 2022. Comme il y a eu pour les voitures, en fait, et les vannes en juillet avec le Fit for 55, je me demandais si ça faisait partie de vos préconisations avec du moins de pousser des objectifs plus ambitieux, par exemple, ou même ce serait le moyen de mettre une fin de vente aux véhicules thermiques, aux camions diesel par exemple. On a regardé plutôt une moyenne d'émissions à la tonne kilomètre transporté, donc en agrandissant plutôt le périmètre à tout ce qui roule aujourd'hui et pas que les véhicules neufs. Parce qu'en termes de proportion de véhicules, de poids lourds neufs qui sont vendus par rapport au parc, c'est relativement, ça pèse relativement peu. C'est toujours ça de gagner, mais ça pèse relativement peu. Donc on est plutôt parti sur, en gros, déterminer, mais au même titre que pour les constructeurs auto, de dire voilà, ça c'est la courbe de la baisse des émissions qui est nécessaire, mais tout confondu. Tout type de transport. Et donc ça voudrait dire que ce serait une manière d'encourager le report modal vers le fer et le fluvial, parce que par exemple c'est beaucoup moins carboné que le routier. Si ça répond à la question. Oui. Pardon, le monsieur avec le t-shirt blanc. Du coup, moi j'avais deux questions. Donc, une première question plutôt adressée à M. Bigot. Vous avez parlé un peu des agrocarburants et de votre thèse, on voit bien que le bilan carbone des agrocarburants est très très discuté et c'est très difficile de trouver des données chiffrées en fonction de l'endroit dans lequel on le produit. Et du coup, on peut que s'interroger quand on regarde des données annoncées par des producteurs. Je pense bien entendu au Bessan, qui est très beau, qui est très mis en avant par Oléon en France. Donc, est-ce qu'on a des éléments là-dessus? Et puis, ma deuxième question, elle est plutôt sur la contraction des durées de livraison dont vous avez, que vous avez très largement évoqué. Et en fait, ça c'est un phénomène qui est relativement nouveau et on a vu une accélération ces dernières années. Et comment est-ce qu'on contre ça? Parce qu'on sait très bien que ça a des conséquences très importantes sur le bilan environnemental, mais aussi sur les humains qui doivent assurer ces livraisons en moins de 24 heures. Et je ne sais pas jusqu'où on va aller, mais voilà, il y a ce besoin peut-être de ralentir et je ne sais pas qui est responsable de ça finalement. Est-ce que c'est une demande du consommateur? Est-ce que c'est les plateformes? Ou est-ce que c'est les marketplaces qui vont vers une contraction de ces durées? Voilà, est-ce que vous avez des éléments là-dessus et est-ce que la coercition, en fait, c'est le seul moyen pour inverser cette tendance-là? Je vais forcément laisser Aurélien répondre à la question portant sur sa thèse. Ça me paraît logique. Et puis après, j'enchaîne avec la deuxième, si tu veux. Ouais, en tout cas, sur les biocarburants, jusqu'à maintenant, en effet, ils n'ont pas de bénéfices climatiques très importants. Alors, en fait, quand on regarde deux choses, à la fois l'analyse de cycle de vie de leur production, donc le fait qu'il faut produire les plantes dans les champs, qu'il faut ensuite qu'il y a du transport, du raffinage, etc. Quand on regarde toute cette partie-là, donc analyse de cycle de vie sur lesquels, en général, c'est souvent des chiffres qui peuvent être mis en avant par la commission, par les constructeurs, etc. On a des gains en termes d'émissions. Mais après, l'autre élément qui est moins souvent pris en compte, c'est les changements d'affectation des sols qui sont possibles et qui sont même potentiellement forts. Typiquement, quand on prend de l'huile de palme, pour reprendre l'exemple le plus médiatique, où en gros, il y a de l'ordre de 20%, 20-25% de nos biocarburants actuellement consommés en France
correspondent à l'huile de palme. Et du coup, après, toute la question des biocarburants, c'est de réussir à trouver ceux qui pourraient être plus vertueux que ça. En tout cas, le grand argument que les producteurs d'oléosan ont, c'est de dire qu'en gros, la partie de récupération des huiles pour les biocarburants sur le colza, parce que c'est ça qui est utilisé, c'est le colza produit en France, c'est un coproduit en gros des tourteaux qui sont utilisés pour l'élevage et qui permettent d'avoir des protéines végétales pour l'alimentation animale. Et que c'est ça qui drive le marché en France, et que du coup on profite juste des coproduits. Mais si on profite juste des coproduits, du coup après ils disent qu'on n'est pas encore autonome en protéines végétales pour l'élevage en France, donc il y aurait encore du potentiel. Après peut-être en effet il y a du potentiel, mais à quel point c'est un potentiel qui est suffisamment important pour aller très loin par rapport à toute la quantité de produits pétroliers qu'il y aurait à décarboner aujourd'hui, notamment dans le transport routier de marchandises, mais aussi éventuellement dans le transport routier, où après il y a des concurrences d'usage entre les différents secteurs. Et du coup, après les biocarburants qui sont plus vertueux, c'est ceux de deuxième génération, donc qui ne sont pas à partir de cultures en concurrence avec les usages alimentaires. Et là, à ce moment-là, la contrainte sur les volumes est encore plus forte, et surtout, tout le monde veut se les approprier. Notamment le secteur de l'aviation en premier lieu qui fait toutes ces projections sur le fait qu'ils auront des quantités de biocarburants assez importantes pour remplir leurs objectifs. Le transport maritime lorgne dessus aussi. Potentiellement d'autres secteurs qui aujourd'hui ont encore des carburants pétroliers, des carburants liquides, pourraient vouloir aussi ces quantités-là de biocarburants de seconde génération. Donc là, il y a vraiment en effet des conflits un peu d'usage qu'il peut y avoir entre les différents modes ou les différents secteurs de l'économie ou les différents usages qu'on fait des terres, quoi, en fait. Est-ce que c'est de la capture de carbone? Est-ce que c'est pour la production d'énergie, pour de la production alimentaire, pour de la production de bois d'œuvre, etc. Donc j'ai pas de réponse simple en tout cas à la question. Après, tout ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas reposer sur les biocarburants de manière massive à l'avenir dans le transport routier de marchandises pour décarboner, quoi. Et pour la réponse à la partie comment est-ce qu'on fait pour freiner la course au délai, je pense qu'il faut agir sur les deux, à la fois ceux qui transportent et à la fois ceux qui demandent ou ceux à qui on impose une livraison rapide par le facteur prix. En gros, plus on est livré vite, hormis par exemple les repas, mais plus on est livré vite, plus ça coûte cher. Et après, par rapport au suivi des émissions moyennes par poids transporté, à supposer qu'on dirait et que plus on transporte rapidement, plus les émissions carbone sont élevées. On peut mieux informer les consommateurs aussi. Ça fait vraiment partie des leviers sur lesquels on peut travailler. Après, c'est difficile d'avoir une information précise en temps réel, parce qu'en fait, en fonction des produits, des flux, des jours, on sera sur des moyennes, mais on voit qu'avec des techniques aussi bêtes que changer l'ordre de choix du consommateur, ça va mettre en premier la livraison écolo, même si elle est pas moins chère, pas plus chère, parce qu'il n'y a pas de contrepartie financière. Ne serait-ce que le mettre en premier, ça fait que le consommateur va choisir en premier. Enfin, il y a quand même aussi des choses de bon sens qui peuvent être actionnées assez facilement par les acteurs privés. Merci. Oui, monsieur Colorier. Oui, je découvre un peu le sujet du fret, donc je ne sais pas si ma question sera très pertinente. Mais le plan de transformation de l'économie française, c'est bien à l'échelle territoriale. Du coup, je me demandais, moi je vois souvent des camions qui viennent des pays de l'Est ou d'Espagne ou quoi. Donc en fait, dès qu'ils vont venir sur le territoire français, s'ils ne respectent pas la norme d'électrification qui est décidée par la France, ou alors c'est que pour les transporteurs français ou c'est pour les transporteurs étrangers qui viennent en France? Comment vous faites une taxe au carbone à la frontière ou une douane? Je ne sais pas comment c'est possible à l'échelle française. C'est vrai qu'on a moins creusé les aspects légaux et est-ce que tout ce qu'on propose est compatible tout de suite avec la Commission européenne. Donc on s'est focalisé sur tout ce qui est transporté intra-France, même si, vous avez largement raison, on voit bien les camions qui vont d'Espagne en Belgique et en traversant la France. Il y a certaines contraintes qui existent déjà, je crois que c'est entre l'Italie et l'Autriche.
où en gros tout ce qui roule par poids lourd n'a pas le droit de passer, alors je ne me rappelle plus à quel endroit, mais en gros ce type d'obligation existe déjà au niveau de l'Europe, donc on s'est dit il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, il faut sûrement l'ajuster d'une certaine manière, mais en tout cas il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se faire en France, sur certains types de produits, sur certaines distances. Mais ça pose la question de l'exposition à la mondialisation de ce secteur. Alors, ce matin, il a été évoqué ce sujet sur l'industrie, c'est exactement pareil sur le transport, qui est un secteur ultra fragmenté, ultra mondialisé. Et donc, si on réfléchit sur des actions, voilà, il faut forcément penser dans un monde globalisé. L'autre aspect sur l'international, c'est le maritime, qui est complètement majeur aussi, dès qu'on parle de biens qui circulent entre les continents. Donc, c'est sûr que c'est peut-être un aspect un peu moins traité, mais voilà, c'est pour... C'est vrai. Après, c'est pas le plus émetteur non plus. Le maritime je ne connais pas. Non, c'est pas le plus carboné. C'est l'avion et l'eau. Oui, monsieur chemise blanche, je crois. C'est par rapport, on parlait du report modèle vers, qui s'est fait des trains et autres vers les camions. Parce que les camions étaient potentiellement moins chers pour diverses raisons. Mais là-dedans, en fait, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'on n'a pas reporté sur les camions certaines externalités, comme l'usure des routes? J'avais vu plusieurs études, alors avec des chiffres qui étaient très différents, donc je ne sais pas lesquels sont les plus valables, mais comme quoi un camion, ça usait la route, ça allait de plusieurs centaines à plusieurs milliers de fois plus qu'une voiture quand ça passe. Alors qu'en coût, quand il passe sur l'autoroute, il ne paye pas tellement plus cher qu'une voiture. Oui, alors, dans les grandes lignes, vous avez raison. Alors, il y a une taxe à l'essieu qui est donc proportionnelle, censée être proportionnelle au poids transporté, donc aux dégâts occasionnés. Mais en effet, un des avantages, si je puis dire, du routier, c'est qu'en gros, on paye que ce qu'on transporte et les dégâts, c'est nous tous qui les payons. Alors, quand je dis ça, je schématise. Et j'ai rien contre le routier en soi. Mais il y a des études qui montrent d'une part ce qu'on appelle donc les coûts de ces externalités négatives pour le transport routier thermique, d'une part. Et après, des éventuels gains en externalités positives qui seraient la pollution de l'air évitée, etc. si on transportait par le fluvial ou par le ferré. Donc en effet, tout ça aujourd'hui c'est invisible, ça compte pas, ça ne coûte rien. En effet, si on réintègre cela, le débat serait très différent. Et il y avait une personne à... On me dit dans l'oreillette qu'on a... Il faut partir. Que le timekeeper, mais voilà. Si on attend que quelqu'un mette froid à la table. Je pense, je pensais... On continue les discussions dehors. Et comme ça, si les intervenants acceptent... On va juste prendre la dernière question de la dame, je pense que ça fait un certain temps, et après effectivement on aura fait notre temps si ça vous va. Non, en fait, c'était simplement pour... Je vous remercie d'avoir parlé des questions de parité aussi. Enfin, c'est la seule fois où on en a parlé. Et je voulais juste souligner, je ne suis pas très convaincue qu'après, si on a plus de 35% d'étudiants dans une école d'université, que les choses se font toutes seules. Après, moi je viens du milieu de la culture, à titre d'exemple, c'est 65% de femmes en école d'art et dans les formations culturelles. Et c'est pas pour autant qu'après elles disparaissent au fur et à mesure dans les carrières. Donc je pense qu'il faut garder une vigilance à la fois au niveau de l'entreprise, à la fois en termes de politique, si on veut vraiment transformer les différents milieux professionnels. Oui, c'est pas qu'au niveau des étudiants, c'est au sein aussi des entreprises où on dit qu'on commence à avoir des changements, en tout cas à partir de ce seuil. Parce que, en effet, les décisions à ce moment-là sont plus influencées par une certaine parité. Mais je suis d'accord avec vous, il faudrait attendre 50% dans l'absolu. Voilà. Merci.